Alors à mon tour, moi je me réjouis de vous voir si nombreux. C'est la preuve que ces rencontres parlent de l'intérêt que vous portez à votre ville et à l'espace public en particulier, objet de toutes les convoitises et de bien des frottements, parce que c'est vrai que la ville ne se partage pas sans frottement. Alors, vous entendrez aujourd'hui Jean-Pierre Charbonneau, qui est urbaniste, qui ne sépare pas son métier d'une dimension culturelle et sociale. Il parlera de sa rue, qu'il connaît jusqu'au bout des doigts, pas n'importe laquelle puisque c'est la sienne, et qui résume bien des difficultés du vivre ensemble. Mais Jean-Pierre, à avoir préparé votre intervention, vous avez obtenu des résultats qui vous font plaisir, qui vous satisfont. Jean-Christophe Choblet, parlera, il est scénographe de l'urbain, il nous dira que la ville est peut-être une scène comme une autre. En tout cas, Paris-Plage, dont on a fêté les 10 ans l'an dernier, en 2011, eh bien c'est lui. Alors aujourd'hui, il en parle moins, ou il n'en parle plus du tout. Et il œuvre dans un quartier qui est le quartier d'affaires de la Défense, dans un décor qui est bien différent. Et tout de suite, Bruno Gouillette. Merci, Bruno, d'être avec nous. Vous êtes responsable de la mission espace public à la mairie de Paris. Vous avez en charge la prospective, la programmation, le développement de l'espace public. Et depuis 2010, c'est-à-dire l'expérience est assez courte, vous avez mis en place une fonction nouvelle, celle de coordonnateur local de l'espace public dans les arrondissements parisiens. Et vous en animez le réseau. C'est bien cela ? Tout à fait. Alors Bruno, vous avez choisi pour cette leçon introductive de nous parler de la ville, et vous avez intitulé votre leçon de choses. Alors, de quelle chose s'agit-il ? C'était peut-être un petit clin d'œil, mais je me souvenais de mes années d'écolier. La leçon de choses, c'est quoi ? On parle du vivant, du réel, du concret. C'est donc tout ce qui se passe de très concret dans la ville, dans l'espace public, la rue, pour prendre un mot extrêmement concret. C'est les gens qui y travaillent, c'est tous ceux qui, à un titre ou un autre, utilisent et usent de cet espace. Mais c'est comment ça fait système, ça fonctionne. Il y a des règles, il y a des conflits et des frottements, vous l'avez dit. Mais tout ça, je ne dirais pas qu'un physicien ou un chimiste saurait le décortiquer, mais en tout cas, c'est pas illogique. C'est une alchimie, en tout cas. C'est une alchimie assez précieuse, assez fragile, mais c'est pour ça que j'ai employé ce terme de à la fois des choses. Usages et des usagers. Oui. Pourquoi cela ? Parce que moi, je suis plutôt un praticien, je ne suis pas un chercheur comme Michel Carmona, et donc c'est parce que je travaille à Paris depuis 20 ans que j'en connais un peu le fonctionnement et que je voulais en rendre compte. Et puis bon, on essaiera de trouver des exemples ailleurs en France et en Europe, mais je pense que aussi bien Jean-Christophe que Jean-Pierre ont encore plus d'exemples étrangers que moi. Donc moi, c'est de ça dont je vais parler, c'est la manière dont les usages sont pris en compte en fait par les directions techniques de la ville de Paris, parce que leur travail quotidien, c'est d'assurer le bon fonctionnement de ces espaces publics tous les jours de l'année. D'accord. Alors les usages se suivent et ne se ressemblent pas. C'est vrai, en même temps, il y a des usages qui sont là depuis longtemps. Moi, ce qui me frappe depuis que je fais ce métier, c'est qu'il y a quelques décennies, on entendait beaucoup des mots d'ingénieurs, de voirie, de fil d'eau, ce genre de choses. Ce qui est plus récent, frappant aujourd'hui, c'est qu'on parle davantage de temporalité, de pratiques habitantes, de marches commentées. Donc ça veut bien dire qu'on regarde le même espace, mais avec un autre regard, qui est moins physique, moins technique, mais qui est plus tourné vers, effectivement, les habitants et les usagers. Ce sont les lunettes que vous portez, vous, les lunettes des habitants. Je les porte essentiellement pour lire, mais en tout cas pour observer aussi, j'essaye de prendre les lunettes de plus que l'habitant, l'usager. L'habitant, c'est celui qui habite là. On l'appelle aussi riverain. L'usager, il n'est pas forcément résident, mais on sait bien qu'à Paris, vous savez, c'est 2 millions d'habitants, un peu plus aujourd'hui. Il y a plutôt 11 millions de franciliens qui peuvent utiliser Paris tous les jours ou occasionnellement. Et puis il y a un grand nombre de visiteurs qui sont français ou étrangers, qui sont tous des usagers de Paris. Et donc, ce n'est pas simplement l'habitant. Alors, que voyez-vous ? Ce qu'on voit d'abord, il y a 2 ans, pour le maire de Paris, on avait préparé avec la direction de l'urbanisme un petit opuscule dont je vais essayer de retrouver les images.
mais rassurez-vous, moi, je n'aurai pas de PowerPoint à vous présenter en dehors de ces quelques images. Pour un séminaire de réflexion des élus parisiens autour du maire, qui nous avait posé la question de quels sont les usages et leurs évolutions dans l'espace public des villes, et à Paris en particulier. Et on avait voulu plutôt illustrer par ces mots des usages assez quotidiens. Répétitifs ou plus rares, mais en tout cas qui ne sont pas forcément extraordinaires. Et cela pour peut-être renvoyer à la fois les naïfs et les sceptiques qui pouvaient dire l'espace public des grandes villes, c'est faire la fête, c'est les pique-niques. Non, nous on disait c'est d'abord se déplacer, se garer quand on est avec un véhicule, faire ses achats, manger, pas simplement en pique-nique, mais à l'heure du déjeuner parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on veut en garder pour faire autre chose, manifester, mais ça c'est vrai de Paris et d'un certain nombre d'autres villes, même si ce n'est pas vrai de toutes les villes, mais c'est aussi des usages qui sont vivre dans la rue sans l'avoir choisi, c'est aussi un usage qu'on ne peut pas occulter comme si ça ne nous déplaisait pas et qu'on voulait à ce moment pas faire quelque chose avec ça. En tout cas, c'est de la responsabilité des collectivités de prendre la diversité de ces usages et de voir s'ils ont évolué, de quelle manière et quelles questions ça nous pose, nous, responsables techniques, pour le compte des élus qui sont élus pour régler un certain nombre de questions concrètes. Voilà, c'est ça le regard les yeux de l'habitant ou les yeux de l'usager pour regarder les Alors, qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui ne bouge pas et qu'est-ce qui a évolué ? Moi, je dirais que tout tient et tout a évolué, donc on n'a rien découvert, mais ce qu'on constate peut-être, c'est deux choses différentes. D'abord, c'est qu'un certain nombre d'usages dans l'espace public, là j'ai mis se restaurer, c'est une image pour rendre compte de ça. Il n'y a plus des espaces dédiés dans la ville. Bien sûr, il y a des espaces publics dans lesquels il y a des choses plus particulières qui se font, mais on a constaté qu'en fait, un certain nombre de pratiques assez régulières ou occasionnelles se diversifient, se répandent dans l'espace public parisien, et on voit des gens qui mangent là où il y a 15-20 ans on ne pensait pas pouvoir manger parce qu'on était proche de la circulation ou ça semblait impossible mentalement plus que physiquement. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui nous frappe. La deuxième chose qui nous frappe, c'est quand même l'intensité qui peut exister dans toutes les métropoles parce qu'elles sont attractives ou qu'elles cherchent à l'être davantage, et qu'à ce moment-là, ces phénomènes que nous constatons et qui individuellement ne sont peut-être pas problématiques, par leur intensité. Par le nombre. Oui, par le nombre, la récurrence, vont nous poser des questions plus importantes. Je donnerai juste un exemple. La façon dont, par exemple, les visiteurs de Paris utilisent la passerelle des Arts entre le Louvre et l'hôtel de la Monnaie, il y a toujours eu des touristes et des visiteurs, mais il y a des pratiques de pique-nique, il y a les fameux petits cadenas qu'on accroche aux grilles de ces ponts. Voilà, c'est des choses qui sont relativement nouvelles et qui vont poser des questions nouvelles de propreté. On n'est pas au point de dire que nos ponts sont rendus insécures par tout ça, mais la direction de la voirie a chiffré à plusieurs tonnes l'ensemble des cadenas qui sont comme ça accrochés à un certain nombre de ponts. Il y a aussi le pont de l'Archevêché. Donc voilà, c'est des choses qui, il y a 5 ans, n'existaient pas et qu'on prend en considération aujourd'hui. Bruno, se restaurer, ça ne veut pas dire aller au restaurant forcément. Non, le terme est peut-être mal choisi. Mais c'était pour dire manger. Qu'est-ce qu'on constate ? Je ne vais pas vous faire la statistique, elle est d'ailleurs illisible ici, mais le développement de la journée continue, le fait que on distribue, enfin les employeurs distribuent des chèques restaurants, le fait que les commerçants créent des étals et des comptoirs de vente à emporter, tout ça, ça a multiplié les possibilités de manger à l'heure du midi ou le soir. Et puis, ça a entraîné un certain nombre de conséquences pour nous. Le fait, par exemple, que ce que nous appelons les porte-sacs, je vais parfois employer des termes un peu arides, ça veut dire des poubelles de rue, débordent particulièrement dans les endroits où, dans les rues commerçantes, il y a plein de ventes à emporter, et où derrière, un certain nombre d'agents, qu'on appelle les boueurs, sont là pour collecter les porte-sacs et les remplacer par des sacs vides. Mmh. Alors, autre fonction de la ville ? Se garer. C'est juste un exemple pour dire... On est dans une... Et c'est pour ça que vous nous montrez des vélos. Oui, des vélos, mais vous voyez aussi des motos. Et puis vous voyez des petits véhicules qui s'appellent des Smart, qui sont 2 fois plus courtes que les autres,
Ce qui nous a amené, par exemple, à trouver des smarts rangés dans l'autre sens, par rapport au sens normal des voitures quand on est dans ce système de stationnement. Pourquoi je dis ça? C'est que la mobilité, c'est une chose essentielle dans la ville. On ne peut pas considérer qu'une ville vivante soit une ville immobile. Et donc, les besoins de mobilité vont aussi avec des besoins d'utiliser parfois des véhicules, qu'ils soient à 2 roues, à 4 roues, électriques, pas électriques, etc., en dehors de ses jambes. Et donc, ça va poser des questions je ne dis pas de garage, mais de se stationner, qui sont aussi liées aux activités économiques, les dépanneurs, les livraisons à domicile, les personnels médicaux ou d'assistance aux personnes âgées ont besoin d'accéder plus ou moins rapidement à leurs clients ou à leurs usagers. Et donc, ça va poser toutes ces questions. Et donc, ça ne vous échappe pas, mais nous avons constaté une explosion de l'utilisation des 2 roues motorisées. Et le garage de ces fameux véhicules, il se fait en beaucoup d'endroits sur les trottoirs. Et pas vraiment là où nous espérions qu'ils allaient se mettre. Pas là où on les attendait. Oui, on avait prévu des places pour eux, sans doute insuffisamment, et on les retrouve dans les endroits où ils ont besoin de se stationner, autour des gares, sur les trottoirs des lieux de commerce et de loisirs, là où il y a de l'activité économique et des gens viennent travailler en scooter, en moto, ils stationnent au plus près de leur lieu de destination. Oui. Et là aussi, il y a des métiers qui vont avec ? Je vais vous dire qu'il y a un métier qui est particulièrement concerné, c'est celui des agents de police, puisqu'ils sont chargés de vérifier que les gens sont bien garés. Mais nous, ça nous pose d'autres soucis. Ça peut être le souci de l'entretien, de la propreté sous ces véhicules. Ça peut être des arbres qui sont fragilisés parce qu'on se gare un peu trop près de nos arbres. Ça peut être aussi des conflits d'usage avec les piétons, parce que ceux-ci ont besoin de passer sur le trottoir et il n'y a plus beaucoup de place pour eux, entre la façade d'un côté et puis le scooter et la moto de l'autre. Est-ce qu'il est vrai que le piéton est toujours dans son droit ? Quoi qu'il fasse. Non, moi je ne me pose pas la question du droit. Je me pose la question J'étais dans une réunion un petit peu au-dessus où on parlait de civilité. La question de la politesse et de la civilité comme engagement de droit et de devoir, c'est où la frontière, elle est extrêmement ténue. Si on est dans une logique purement de droit, on va dire le code de la route interdit de faire ça, vous allez être verbalisé parce que vous n'avez pas fait ça, vous avez fait ça. On se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça. On n'a pas de gendarme derrière chaque usager, c'est, je pense, mieux comme ça. Et donc, il y a une forme d'autocontrôle dont je pense qu'elle est importante pour qu'une ville fonctionne bien. Et donc, les cyclistes, les motoristes ou les scooteristes, comme les piétons, ont des droits et ils ont aussi un certain nombre de choses à respecter les uns les autres pour pouvoir permettre à chacun de faire comme il a envie de le faire dans le respect des autres. Oui. Alors, autre fonction de la ville, autre usage ? Vous voulez que je défile tout ça ? Oui, non, mais rapidement. Travailler ou étudier. Bon, Paris est une ville... Alors, on a découvert avec grand bonheur que Paris était considéré comme une des villes les plus attractives pour la vie étudiante. Je ne sais pas si Jean-Pierre confirmera, on lui a demandé de travailler sur ces questions-là, comment faire de Paris une ville qui soit accueillante, hospitalière pour le monde universitaire. Pas pour les logements, hein. Le problème du logement, malheureusement, dépasse, vous avez raison d'insister, dépasse la question des étudiants. C'est l'ensemble des besoins en logement qui nous fait défaut. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 300 000 étudiants, en fait, dans les universités, dans les écoles à Paris. Et quand on dit travailler et étudier, c'est aussi l'espace public, on s'en est rendu compte, un espace de travail pour plein de gens, dont le travail se fait dans la rue, mais plein de gens dont le travail théoriquement se fait dans un bureau ou dans un local fermé, on se rend compte qu'ils travaillent. On a équipé pour cela un certain nombre de places et de jardins de l'accès à Wi-Fi, et on voit, je vous en donnerai un exemple concret qui m'a particulièrement frappé quand l'université Paris 7 s'est installée dans le quartier de la Bibliothèque nationale de France. Le jardin des Grands Moulins est devenu une espèce de grande place publique qui, dès qu'il fait un peu doux, comme par exemple aujourd'hui... Il est où le jardin des Grands Moulins ? Il est derrière le métro Bibliothèque François Mitterrand. Vous descendez vers la Seine. Vous voyez ? Et vous avez les Grands Moulins, ces grands bâtiments industriels bien réhabilités par l'État. Et nous, entre le métro et l'université, on a créé des jardins. Et bien, c'est devenu le lieu pour manger, le lieu pour travailler, le lieu, diraient certains, pour draguer, le lieu pour les familles
de trouver un espace de loisirs. C'est une grande place publique et c'est une place de travail Et aussi. on peut brancher son Wi-Fi. Oui. Oui. Comme sur la place de l'Hôtel de Ville, juste au-dessus d'ailleurs. Dans les arbres. Non, le Wi-Fi, il est caché quelque part. Vous êtes avec votre ordinateur et vous n'avez pas besoin de le brancher à quelque chose. Il fonctionne avec votre batterie si vous en avez une. Il vaut mieux parce qu'on ne fournit pas l'électricité. Et là, c'est un espace public que vous décrivez comme relativement exemplaire, alors? Je ne dirais pas qu'il est exemplaire. Je dirais qu'il a cette qualité d'accueillir des jeunes auxquels on ne pense pas assez dans leurs besoins. Et là, en fait, sur étudier ou travailler, ça peut être un moyen de compenser l'insuffisance, mais je ne vais pas critiquer l'État, on devrait malgré tout, de lieux de travail en dehors des amphithéâtres, des salles de... C'est pas l'État qu'on critique, c'est les moyens de l'État. Vous avez raison, mais il y a des gens qui sont responsables de ces situations-là à l'État. Commercer, c'est un autre usage. Alors, dont je dirais qu'il est... C'est quoi? C'est magasiner, comme au Québec? Oui, c'était pour employer un petit peu un jargon qui ne soit pas faire ses courses. Ça, c'est d'une banalité affligeante. Sauf que nous, Ville de Paris, on a compté, c'est l'atelier parisien d'urbanisme qui a compté ça. Il y a 80 000 espaces locaux à rez-de-chaussée dans Paris, dont 60 000 sont utilisés pour des activités commerciales. Oui, mais ça, c'est l'envahissement, peut-être. Je ne sais pas si c'est l'envahissement. Peut-être on dira qu'on est dans une société de consommation, mais moi je parle d'espace public, donc je ne vais pas faire de critique de la société de consommation. Ce que nous constatons, c'est que face à ces commerces, il y a des étalages, il y a des terrasses, il y a plein de choses qui peuvent encombrer l'espace public. Et nous avons en responsabilité de réguler cela, d'offrir la capacité à des activités commerciales d'exister, parce que c'est de l'emploi, mais aussi de veiller. On a mis des petites images qui montrent que parfois ça déborde bien. C'est aussi de l'activité qui n'est pas forcément déclarée, mais voilà, c'est ça la vie urbaine, et c'est ça les questions que ça peut nous poser, nous. Il faut quand même que je parle un peu des métiers de l'espace public, parce que c'est quand même ça qui m'anime. On y venait. À ces nouveaux usages, de nouveaux métiers, c'est ça? Non, les métiers, ils changent pas fondamentalement, mais la façon dont ces métiers doivent prendre en considération ces usages qui se transforment, oui. Ça, c'est vrai. J'avais en tête de dire qu'un certain nombre de grands métiers sur l'espace public sont bien identifiés par les usagers, dans quelques villes que ce soit. On voit tous, je parlais de l'éboueur, celui qui nettoie, on l'appelle comme ça, mais qui nettoie avec un balai et une lance les trottoirs. On voit aussi les jardiniers, les bûcherons qui peuvent entretenir les arbres. Je disais en souriant qu'on pouvait voir les égoutiers quand ils entraient ou sortaient du réseau d'égouts, mais ça, c'est plus rare. À côté d'eux, il y a encore plein de gens qui travaillent soit physiquement dans l'espace public, soit dans des bureaux, mais pour le compte du bon fonctionnement de l'espace public. En tout cas, invisible aux yeux du public. Exactement. Mais ça ne veut pas dire que ces espaces-là ne sont pas gérés. J'avais en tête les gens qui permettent au système de feu tricolore de fonctionner. Il y a bien sûr des grosses machines, des ordinateurs, mais derrière ça, il y a des hommes et des femmes. Et si ça marche mal, parce que accident, parce que manifestation, parce que toutes les choses qu'on peut imaginer, on va reprendre la main et essayer de remettre un peu de fluidité dans quelque chose qui est en train de s'engorger. Oui. Donc il y a bien derrière cela une gestion, je ne dis pas qu'elle est réactive à la seconde, mais en tout cas physique d'hommes et de femmes pour faire fonctionner ces espaces. Et comment vous travaillez avec eux? Moi, je ne vais pas vraiment sur le terrain tous les jours, je suis obligé de le reconnaître. Même. Comment vous savez que ça se passe? Qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus qui ne soit pas la langue de bois? Moi, je vous dirais d'abord que les agents parisiens, je pense que c'est vrai de toutes les collectivités territoriales, sont fiers de leur travail parce qu'ils leur rendent un service qui est visible. Quand on entretient et qu'on permet à un espace de fonctionner, il y a forcément une forme de fierté. Deuxièmement, ça c'est moins drôle, vous parliez de frottement, parfois c'est beaucoup plus grave, c'est des conflits ouverts. Il y a beaucoup d'agressivité dans la ville et nos agents sont parfois les victimes de cela. Alors je ne vais pas vous faire la litanie des micro-incidents ou des accidents qui peuvent se produire, mais il y a une forme d'agressivité d'abord verbale qui peut atteindre les agents et dont ils peuvent souffrir. Et puis je dirais qu'au-delà de la technologie, des moyens mécaniques, des machines, etc., qu'on met à leur disposition, et heureusement compte tenu de l'ampleur du travail, ça reste des tâches physiques qui sont assurées par des hommes, assez peu de femmes, mais aussi par des femmes, et qui sont un travail
ingrat, difficile et qui nécessite une certaine force. Je parle même pas, je devrais commencer par là, des horaires décalés, du travail le samedi, le dimanche. Bref, un certain nombre de contraintes qui font que ce sont des hommes et des femmes qui assurent un travail qu'on devrait un peu plus reconnaître. En tout cas, c'est le souhait du maire de Paris que on fasse attention à la manière dont nous considérons, nous services qui sommes un peu protégés, mais nous aussi usagers, les services rendus par ces personnels. Oui, il m'arrive de dire merci au type qui balaye la rue. Bon, enfin voilà. Je vous en remercie pour eux. Autre chose, Bruno Guyette, ce nouveau poste, cette nouvelle fonction que vous avez créée, qui est celle de coordonnateur local, c'est quoi ça? Ça voulait dire quoi? Vous aviez prévu d'en parler, hein? Oui, non, mais là, vous me prenez pas... Je marche sur vos traces, là. Au dépourvu. C'est nouveau, ça date de 2010. Ça répond à quelle nécessité? J'ai parlé tout à l'heure de ces métiers qui sont des métiers extrêmement techniques et spécialisés. Ça a une contrepartie. C'est-à-dire qu'on a une direction de la voirie et des déplacements, on a une direction de la propreté, on a une direction des espaces verts, on a une direction de la prévention et de la protection. Je m'arrête là, si je devrais ajouter la direction de l'urbanisme, forcément. Et tous ces métiers, plus on est spécialisé, plus on a du mal à faire attention à ce que font les autres métiers. Et donc, on s'est senti un peu en responsabilité de trouver des gens qui soient des ambassadeurs, des intermédiaires entre ces différents métiers. Alors, ce n'est pas des ovnis, hein, ce sont des cadres techniques, des ingénieurs qui viennent d'un de ces métiers, mais à qui on a donné la responsabilité, c'est le maire de Paris qui leur a donné, ils sont 20 dans Paris, d'être un peu les intermédiaires, les interfaces entre le maire de l'arrondissement et l'ensemble des services qui peuvent intervenir sur l'espace public dès lors que se posent des questions un petit peu compliquées, qui échappent justement à j'allais dire la simplicité, en tout cas au cadre classique d'un métier technique. Voilà, c'est ça cette fonction, et donc on les fait travailler sur des sujets qui peuvent pour certains être un peu classiques, mais pour d'autres, j'étais avec Olga Trocianski qui s'occupe des affaires sociales et des familles, elle nous avait demandé de les réunir pour parler des sans domicile fixe sur l'espace public. J'allais dire c'est sur l'espace public parce que c'est malheureusement là qu'on les voit. Et donc comment nos coordonnateurs sont des gens sur qui nous comptons pour travailler cette question, pas à la place des services sociaux, pas à la place de la responsabilité de l'État, j'y reviens, mais pour nous aider à prendre en considération ces questions. Et on avait, notamment cet hiver... Ce sont des informateurs pour vous? Ce ne sont pas que des informateurs, ce sont aussi des médiateurs et des régulateurs de situations un petit peu compliquées. Et là, dans l'espèce... Sans langue de bois, vous avez obtenu des résultats depuis 2010? C'est récent, en 2010. Vous savez, oui, une culture professionnelle, ça ne se change pas comme ça. C'est d'abord dans les têtes et dans les manières de penser et de travailler. Mais oui, je pense que face à des hommes et des femmes qui avaient quand même une culture très, très profonde de ce qu'est une voirie, je parlais tout à l'heure de fil d'eau, de nivellement, de ce genre de choses. Oui, il y a... Mais on ne va pas les prendre pour des gens qui n'étaient pas sensibles à ces questions-là. En revanche, on leur donne un certain nombre d'outils plus pratiques, plus concrets, qui leur permettent d'appréhender ces questions de transversalité plus facilement. Oui. On a en fait 3 grandes missions qui sont celles des services chargés de l'espace public. Il y a ce dont j'ai parlé tout à l'heure, ça occupe les 3/4 ou les 4/5 des personnels, c'est entretenir, réparer, maintenir au jour le jour. Il y a une deuxième fonction importante, ceux-là sont un peu invisibles, sauf quand ils ont un uniforme et un képi, c'est les fonctions de régulation et de contrôle. C'est des gens qui font que tout un chacun par nos usages, c'est nous qui faisons fonctionner la ville. En fait, nous sommes des coproducteurs de l'espace public. Et par la manière dont nous le faisons, on parlait tout à l'heure de stationner ou de se comporter de telle ou telle manière, on permet aux choses ou non de bien fonctionner. Donc il y a des personnels qui sont un peu là pour aider. Alors on fait beaucoup de communication. On fait aussi de la verbalisation, c'est-à-dire qu'on va essayer d'arrêter certains comportements. Je vais vous donner un exemple. Yves Frontasso, qu'on n'a pas oublié, qui était l'adjoint au maire chargé des espaces verts et de la propreté il y a quelques années, avait dit « ça suffit avec les crottes de chien ». Et à partir de ce moment-là, on a commencé à verbaliser les maîtres et maîtresses de chiens qui ne faisaient rien derrière pour ramasser comme nous disons, déjections, on va dire crottes de chien, de leur petit animal. Quelle bonne idée. Eh bien, ça a marché. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a plus du tout, hein, mais par rapport au début des années 2000, il y a eu des changements considérables dans ce domaine. Et puis on a décidé de continuer. Alors j'avais une petite
on a fait de la publicité pour dire que acheter une canette, ça pouvait valoir, je ne sais pas les prix parce que moi j'en achetais pas, 3 €, mais que la laisser sur le trottoir, ça pouvait coûter 35 €. Voilà. Donc il y a quand même un moment où on se dit que nous sommes tous responsables de la manière dont ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, et qu'on peut être aidé par des agents qui vont peut-être arrêter ceux qui n'ont pas vraiment envie de faire des efforts. Et puis troisième grande mission, c'est celle qui consiste à transformer l'espace public. Et c'est là que j'ai dit que ça ne représentait pas beaucoup en superficie. Mais attention, ne nous trompons pas. C'est pas parce qu'on se contente, de faire un tramway de 15 km de long, ça représente très peu de choses en superficie sur l'ensemble des rues parisiennes. C'est aussi l'homme du tramway. Hein. Non, ça c'est pas vrai. Il y a des artistes sur. Ah oui, c'est un petit peu, mais c'est passé ça. Non, il y a un homme du tramway, je vais donner son nom, ça s'appelle François Voûte, c'est un ingénieur de la ville. C'est lui qui est responsable de ce ruban de 15 km qu'il vous livrera à temps pour ceux qui veulent utiliser ce tramway. Donc on réaménage une bande assez étroite, finalement, c'est la largeur des boulevards, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas avoir des conséquences sur les quartiers de part et d'autre, sans même qu'on fasse quoi que ce soit dans les rues avoisinantes. Donc il y a à prendre en considération le faible pourcentage en superficie et puis les impacts plus larges que peuvent avoir ce type d'aménagement. Et c'est pour ça qu'on parlait, vous évoquiez dans notre préparation le terme qui n'est pas de moi, d'urbanisme modeste ou urbanisme de crise, d'un paysagiste qui s'appelle Alfred Peter, qui travaille à Strasbourg, qui a travaillé aussi sur le tramway, celui de Strasbourg, et qui dit aujourd'hui... les vérités qui valent pour 100 ans, ça n'existe plus, pour autant qu'elles aient jamais existé. Et ce qui peut être intéressant, c'est de travailler davantage, alors là, je crois que je vais faire la transition avec Jean-Pierre Charbonneau sans problème, de se dire, en période d'incertitude, en période de disette budgétaire, parce que ne vous trompez pas, on a l'impression que Paris est riche, parce qu'il y a des recettes, des ressources qui arrivent. C'est pas si vrai que ça. Beaucoup d'argent part dans beaucoup de choses nécessaires, le logement, le secteur social. Et il y aura de moins en moins d'argent pour faire des choses qui dépensent beaucoup. Et donc, aussi en période de nécessité de concerter, de travailler vraiment intelligemment avec les usagers, eh bien, il a dit, essayons de faire des choses modestes, essayons de les imaginer réversibles, essayons de les évaluer, et regardons si ça présente un intérêt de continuer dans cette direction, s'il faut arrêter. Et à Paris, ça peut marcher ? À Paris, ça peut marcher. On essaye, par exemple, de voir... Alors, je ne vais pas rentrer dans cette complexité de ce que nous appelons le code de la rue. Vous savez, ces nouvelles formes d'urbanité où on dit il pourrait y avoir à côté des aires piétonnes et à côté des zones 30, où la vitesse est limitée à 30, ce qu'on appelle des zones de rencontre, où tous les déplacements sont aussi légitimes les uns que les autres, le piéton comme la voiture, mais c'est le piéton qui est prioritaire. Et dans ce cadre-là, on se dit, plutôt que de faire des aménagements, essayons de regarder si dans Paris, dans certains quartiers de Paris, on a fait le constat, par exemple, dans des secteurs où il y a des rues étroites et des collèges ou des lycées, si ce n'est pas déjà, de fait, des zones de rencontre. Parce que les ados, quand ils sortent ou quand ils arrivent, à l'heure de midi, un peu n'importe quand d'ailleurs, quand je regarde mon quartier, ils sont dans la rue. On leur donne le droit. Et du coup, les voitures sont obligées d'avancer à 5 à l'heure, ce qui n'est pas plus mal pour tout le monde. Et c'est presque une zone de rencontre de fait. Alors on pourrait peut-être l'améliorer un peu en disant un banc, un arbre, quelque chose qui dise un petit peu le statut de cette voie. Mais ça ne coûterait pas autant d'argent que quand on change tout. Bon, dernière question, Bruno Gouillette, notre espace public parisien, comment est-ce que vous le voyez alors là, dans les années à venir? C'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est aux usagers eux-mêmes. Qu'est-ce que vous allez en faire quoi, Nous n'allons... J'allais dire rien en faire. Notre cadre de vie, notre art de vivre. J'espère qu'on va le maintenir. Mais non, je vais vous donner un petit exemple qui va vous paraître un petit peu ridicule, mais finalement je l'avais proposé, donc je vais tenir par là. On a un gros problème de potelets. Vous connaissez les potelets dans la ville qu'on a mis en place pour empêcher les voitures de monter sur les trottoirs. On a des envies d'en enlever un certain nombre. On va essayer de voir comment c'est possible. Mais en même temps, grâce à la direction de l'urbanisme, on a plutôt étudié la manière dont aujourd'hui, il y a un certain nombre de pratiques qui se font avec les potelets. On a vu des artistes qui les repeignaient. On a vu des activistes ou des artistes activistes qui mettaient des pots de fleurs dessus. On pourra entendre, je pense, Jean-Pierre Charbonneau parler d'un certain nombre de choses dans sa rue avec les potelets. Bref, essayons d'avoir une attitude qui soit moins une attitude dogmatique avec des règles,
des doctrines. On dit on en met pas. Là où on en avait, on va les enlever parce que c'est pas bien. Là où il y a un peu de problème de voiture, on va en mettre tout de suite parce que c'est la seule solution qu'on ait en tête. Non. Aujourd'hui, on est plutôt, et c'est là qu'Alpha-Peter a raison de parler d'urbanisme modeste. On se dit, il faut être un peu plus souple, laisser un peu plus de liberté, un peu régulée quand même, sur des modes d'appropriation différents de ce que nous imaginions service, et puis voir les conséquences que ça a sur notre fonctionnement à nous, Ville de Paris. Quand ce sont des pots de fleurs avec des fleurs dedans, autant les arroser pour que les fleurs ne meurent pas. Enfin, nous, on insiste là-dessus parce que rien n'est plus désastreux que de fleurir les pieds d'arbres, comme on a essayé de le faire, si ça s'arrête au bout de 6 mois parce que les gens arrêtent d'arroser les fleurs ou les plantes. Mais il faut être sérieux quand on fait des choses. Mais pourquoi ce serait les services de la ville qui iraient arroser les pots des potelets? Non. Moi, je vois davantage une ville où il y a un partage des tâches. Les services de la ville ont la responsabilité, ils sont payés pour ça, d'entretenir l'espace public au jour le jour. Et puis, il peut y avoir de la liberté pour des habitants, pour des usagers, de coproduire, de participer activement à la fabrication de cet espace public. Est-ce que vous pouvez quand même nous dire si il va continuer d'être agréable de vivre à Paris? Ah ben, je vais vous le dire. On cherche à limiter les polluants atmosphériques en limitant la vitesse. On constate que grâce à des efforts en termes de logement, il y a plus d'habitants à Paris depuis 10 ans. On en a perdu, mais ça, c'est sur le XXe siècle de tout entier. Donc je pense qu'il y a quand même des éléments de vie, de qualité de vie qui sont favorables. Sinon, c'est une ville qui se serait beaucoup plus désertifiée. En tout cas, dont la population aurait beaucoup plus diminué si ces critères qualitatifs n'étaient pas présents. Voilà, donc moi je pense que c'est une ville qui reste difficile, c'est une ville qui n'est pas facile pour tout le monde, c'est une ville où il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de souffrance, mais c'est une ville qui a aussi des qualités qu'elle essaye de développer pour ses habitants et ses usagers. Et nous, modestement, dans ce qu'on fait, c'est-à-dire sur la partie qui n'est à personne et qui donc à tout le monde, on essaye que ce soit le plus agréable, confortable, hospitalier, disent certains, et je pense qu'ils ont raison d'employer ce terme. Hospitalier, c'est-à-dire... on accueille les autres, qu'ils soient habitants ou qu'ils soient étrangers, de passage, vous avez raison, sur ces espaces. Merci, Monsieur Gouillette. Si vous souhaitez ensuite poser quelques questions à Bruno Gouillette, en fin de séance, ça sera possible.